partager l'écran. Enfin, vous allez voir, j'ai fait des super belles slides. Dites-moi si vous voyez bien mon écran. Carré. Carré. Ok. Ouais, du coup, comme j'ai dit, l'objectif, ça va être vraiment de reprendre un peu les bases. Et nous, ce qu'on aime bien faire, en fait, même dans le Discord de manière générale, c'est vraiment faire tout le processus. Donc, tu reçois ton salaire sur ton compte. Et l'idée, c'est de se poser les bonnes questions, etc., pour savoir ce que tu en fais derrière. Donc, comment t'épargnes correctement. Donc, c'est pour ça que c'est le point numéro 1 qu'on va aborder. Et ensuite, en fait, il y a tout un processus un peu de savoir sur quel compte on met son argent, quel montant, quel pourcentage, donc quel objectif on veut faire, etc., avec notre argent. Donc ça, c'est le côté un peu profil d'investisseur qu'on va voir. Et quand on se pose les bonnes questions, c'est pour se constituer peut-être son portefeuille pour faire correspondre avec ses objectifs. Et après, ben voilà, savoir sur quoi on place, quel support d'investissement utiliser, comment est-ce qu'on peut automatiser ça, et après, une fois qu'on est passé à l'action, on va dire, comment est-ce qu'on peut gérer un portefeuille, le mettre à jour, etc., etc. Et donc à la fin, on va faire un petit point un peu sur le Discord, enfin voir surtout, on va dire, ce que vous allez retrouver du coup dessus et dans quel contexte ça peut vous aider, etc., quoi. Et donc, pour commencer, j'aime bien démarrer toujours par l'épargne et refaire des points dessus, parce que c'est vraiment, en plus, c'est un sujet qui est souvent oublié. En général, tout ce qu'on voit un peu à droite à gauche sur les réseaux sociaux, c'est que des personnes qui vous vendent un peu des nouvelles stratégies en bourse ou des trucs un peu miracles des fois. Bon, après, il y a des choses bien et des choses moins bien, hein, ça on est d'accord. Mais, c'est vrai que souvent on parle peu d'épargne, alors que l'épargne, c'est vraiment hyper important pour apporter ce côté un peu serein à l'investissement. C'est aussi important pour voir sa progression. C'est-à-dire que une épargne bien gérée, on a justement un matelas de sécurité qui est bien géré, qui va nous apporter une certaine sécurité. On sait tout de suite plus qu'est-ce qu'on peut investir, avec quel risque on peut prendre lorsqu'on investit. Et on voit aussi les objectifs de sa vie qui avancent, en fait, parce que quand on se fixe des objectifs, normalement, enfin, avant d'investir, on a des objectifs en tête et on peut vraiment suivre cette évolution si on a une épargne qui est bien gérée. Et rien que pour le mental, déjà, ça c'est quand même très bénéfique. Et donc, par contre, c'est vrai que l'épargne, c'est toujours un truc qui fait un peu peur, on va dire, en général, quand on en parle. Enfin, surtout tout ce qui est un peu gestion de budget, etc. Et donc, nous, vraiment, la philosophie qu'on a, c'est de faire quelque chose de plus simple possible. Donc, simple, mais quand même efficace. C'est-à-dire qu'on y retrouve vraiment l'essentiel et les choses dont on a besoin pour pouvoir, derrière, justement, investir sereinement. Et le but, c'est d'y passer aussi le moins de temps possible. Donc, pourquoi pas automatiser tous nos process. Donc, si je commence avec le truc qui fâche le plus, mais au moins c'est fait, c'est le budget mensuel. Alors, il y a des gens qui aiment bien. Personnellement, moi, j'y ai pris un peu goût. Au début, c'était un peu galère parce que j'ai fait mes trucs dans mon coin c'était pas optimal, quoi, on va dire. Le fichier Excel n'était pas ouf. Et après, donc, j'ai un peu raffiné, etc. J'ai simplifié. Et maintenant, je regarde tous les premiers du mois, je fais mes comptes, je regarde la valeur de mes investissements et je vois à quel point j'ai progressé, on va dire, par rapport à ce que je recherche. Et en vrai, c'est un peu satisfaisant. Mais il faut un outil qui est adapté. Et ça, pour le coup, ça dépend vraiment de tout le monde. Donc ça va, ça sera à vous de voir. Mais donc, nous, ce qu'on fait, en tout cas, ce qui est important de mettre en avant quand on fait un budget mensuel, c'est déjà de fixer les dépenses fixes, donc ce qui est loyer, abonnement, facture. C'est hyper important de faire un peu le tri de tous ces abonnements, savoir ce qu'on paye tous les mois, ce qu'on ne paye pas, parce qu'oublier un abonnement pendant plusieurs années, ça peut coûter beaucoup d'argent et de l'argent qui ne sera peut-être pas investi derrière. Enfin, donc je vous passe les détails, mais un abonnement, de toute façon, on va dire que c'est l'offre la plus utilisée dans les entreprises parce qu'ils jouent sur ça aussi, sur cet achat récurrent où vous y pensez même plus et des fois même on oublie. Donc c'est important de citer donc ces dépenses fixes. Donc ensuite, il faut citer aussi ces dépenses variables. Donc c'est toutes les autres dépenses à part les dépenses fixes.
Et donc, forcément, de faire un bilan après derrière sur tous vos comptes, donc l'argent que vous avez sur tous les comptes, et du coup, la valeur de vos investissements à l'instant T où vous faites votre compte. Et donc, l'objectif de faire un budget mensuel, c'est pas juste de regarder, de voir combien on a gagné sur le mois, combien on a dépensé, ça on s'en fout un peu. L'objectif, c'est de calculer certaines valeurs, donc les métriques qui sont à droite, et c'est ces valeurs-là qui nous permettent de savoir où est-ce qu'on se situe un peu sur notre niveau d'investissement. Donc il y a le matelas de sécurité. Le matelas de sécurité, c'est vraiment ce que vous allez mettre de côté, en fait, pour pallier à des potentiels gros changements de vie ou même des problèmes dans votre vie. Et c'est vraiment ce truc-là, en fait, c'est de l'argent liquide en fait qu'on va laisser sur un compte type livret A par exemple. Et c'est vraiment ce montant-là d'argent qui va vous servir si demain vous avez vraiment besoin de cet argent. Si demain vous avez besoin de 3 000 euros pour je ne sais quelle galère, et bien vous avez un matelas de sécurité qui permet d'anticiper ça. Parce que quand vous faites vos investissements, en réalité, oui, vous pouvez vendre en général du jour au lendemain, ça, il n'y a pas de problème. Peut-être que ça prend un peu de temps parce que le temps que vous vendez vos actions ou votre placement, il arrive sur votre compte liquide, le temps que ça, vous le récupérez sur votre compte courant, etc., etc. Donc, ça peut mettre un peu de temps, mais l'objectif, c'est vraiment d'avoir cet argent liquide qu'on a tout de suite s'il faut. Et c'est aussi quelque chose qui est là pour nous rassurer parce que on prend des risques en quelque sorte en investissant, mais on sait qu'on maîtrise le risque grâce notamment à ce matelas de sécurité. Et ensuite, il y a la capacité d'investissement. Et donc ça, pareil, c'est un peu, c'est donc la métrique de savoir, de bien savoir qu'est-ce qu'on dépense tous les mois. Donc pour faire un peu une différence entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense, remplir le matelas de sécurité dès qu'on l'a rempli, on peut commencer à investir et donc on a ce delta en fait de dépenses entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense. Ce delta-là, ben après derrière, on sait combien on peut investir par mois, combien est-ce qu'on met sur tel pourcentage de telle action, etc., etc. Et donc voilà, c'est ces métriques-là qu'il faut connaître. En investir, on ne part pas en se disant bon allez, j'ai 5 000 euros sur mon compte, je commence avec 2 000. L'idée, c'est quand même de faire les choses bien, un peu carré, pour éviter tout problème derrière, quoi. Et donc bah, après, les meilleures façons pour se faire un budget mensuel, faut quand même qu'on veut, comme on a dit, c'est qu'on veut faire vraiment le plus simple et le plus efficace. Faut voir sur les applications bancaires, je sais qu'il y en a certaines qui le font, qui vous trient un peu vos budgets, qui vous répartissent on va dire les dépenses. Moi, c'est pas ce que je préfère. J'aime bien faire, ben, comme j'ai dit, moi j'ai un Excel où j'ai un outil maison, on va dire que j'ai fait, ce qui permet de le personnaliser un peu plus, de mettre en avant certaines choses, le complexifier si vous avez besoin ou le simplifier. Donc voilà. Et après, il y a d'autres types d'applications aussi qui existent sur le téléphone, qui sont déjà toutes faites, qui sont aussi à explorer, mais pareil, là, du coup, c'est fixe. Vous pouvez pas l'adapter comme vous voulez. Ça, c'est l'exemple ben, du truc que j'utilise moi, clairement. Là, vous pouvez voir un peu mes dépenses. Bon, si vous êtes curieux de savoir ce que je dépense, ce que j'achète ou ce que j'ai comme investissement, je vous dis tout de suite, tout est faux dans ce Excel. Les valeurs sont fausses, à quelque chose près. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est qu'on retrouve les dépenses mensuelles fixes, les variables. Et l'idée, c'est vraiment pas de s'embêter, quoi. C'est mettre le loyer, les deux, trois trucs qu'on a à côté, faire une différence avec ce qu'on gagne par rapport à notre salaire. Les dépenses variables, donc tout ce qui est bouffe, sortie, les week-ends. Et après, ben, faire un bilan clairement avec ce qu'on a, la valeur de nos investissements à l'instant T où on fait le compte. Et en bas à droite, c'est là où vous voyez, donc justement, c'est de définir ses dépenses mensuelles. Donc moi, c'était à peu près, on va dire, une moyenne à 1 100 euros par mois, même si c'est un peu plus maintenant, je crois. Et c'est de se calculer en fait un nombre de mois sur lesquels on estime que voilà, c'est demain, s'il m'arrive une galère, que j'ai plus de travail, je change d'appart ou autre, en général, voilà, ça, on le quantifie avec nos dépenses moyennes mensuelles et on se donne un nombre de mois, c'est-à-dire que voilà, si on dit qu'il s'est passé telle chose, combien de mois il me faudrait pour être vraiment serein, ouais, pour pas avoir à vendre ses investissements, à prendre peur ou quoi que ce soit. Donc, en général, on dit qu'on parle entre 3 et 6 mois de dépenses de côté. Après, ça varie vraiment en fonction de chacun. Moi, 6 mois, je suis pas mal à l'aise avec 6 mois. J'en parle avec d'autres personnes. Il y en a qui me disent qu'ils préfèrent avoir 1 an de côté, d'autres moins aussi. Mais bon, le minimum, c'est quand même d'essayer de garder au moins 3 mois. Parce qu'en dessous, je trouve que ça fait quand même peu. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça, quoi. Et donc ensuite, ce qui est sympa de mettre en place, c'est l'automatisation.
Donc là, c'est un schéma un peu récapitulatif de comment mettre en place le truc de manière vraiment simple et automatisée. Déjà, c'est que j'en ai pas trop parlé, mais premièrement, le mieux, c'est de mettre en place, d'avoir uniquement 2 comptes. Le compte courant sur lequel vous faites toutes vos dépenses, vous recevez votre salaire, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir une seule porte en fait d'entrée et de sortie par rapport à votre argent. Et donc ça permet d'avoir une gestion beaucoup plus simple, clairement, donc, quand vous allez faire vos comptes, et de maîtriser aussi beaucoup plus ce qui rentre et ce qui sort. Comme tout passe par le seul et même compte et que c'est une même carte, il y a moins de problèmes. Et à côté, c'est d'avoir aussi un compte épargne. Donc dans l'idéal, ça serait d'avoir sur une autre banque, sur une autre application ou autre. Le compte courant, c'est bien de l'avoir dans une banque traditionnelle, j'ai envie de dire, au cas où vous avez des problèmes, voilà, s'il y a des paiements annulés sur votre carte, etc., etc. En général, les banques traditionnelles sont très flexibles pour ça. Enfin, on se fait facilement rembourser en cas de fraude, on reçoit les cartes vite, etc. Le compte épargne, en vrai, ça peut être un peu plus flexible. On peut aussi l'avoir sur un compte, sur une banque traditionnelle, mais on peut aussi avoir plutôt des banques en ligne, voire même des néobanques comme Revolut ou autres. Donc ça pose pas de problème. Et donc voilà, l'idée, c'est d'avoir, une fois qu'on reçoit son salaire, donc ça va sur le compte courant, on fait des virements automatiques sur notre compte épargne. Donc là, j'ai donné une fourchette de 20 à 25% d'épargne. En général, il y a le truc qu'on entend souvent de 50% de dépenses fixes, 30% loisirs, 20% d'épargne. Après, bah, j'ai envie de dire, plus vous épargnez, mieux c'est. Mais il ne faut pas non plus se priver. De toute façon, ce n'est pas la philosophie, hein. Le but, c'est de continuer à vivre sa vie, d'avoir ses objectifs, voilà, c'est sa vie, ses loisirs, mais de quand même avoir ce petit pourcentage-là qu'on épargne tous les mois. Mais le but, c'est de le quantifier pour le maîtriser et pour pouvoir investir derrière sereinement, quoi. Et donc, sur le compte épargne, voilà, vous l'avez compris, c'est là où on met donc les sous qu'on veut investir. Et c'est là aussi qu'on va avoir le matelas de sécurité. On peut aussi rajouter certains montants en fonction des projets qu'on va avoir. Ça peut être des projets court terme, long terme ou autres. C'est des sous qu'on met de côté, voilà, pour, je sais pas, si vous voulez faire un tour du monde dans 2 ans, 3 ans, voilà, vous pouvez mettre votre argent sur ce compte épargne-là. Ouais, voilà. Donc, ça va regrouper matelas de sécurité et vos sous, vous allez mettre pour vos futurs projets. Donc, ce qui est recommandé quand même, c'est pour un compte épargne, comme c'est de l'argent qui va rester assez longtemps, c'est bien d'avoir un livret qui rapporte un certain pourcentage. Par exemple, le livret A, ça peut être un livret jeune, il y en a plein. Le but, c'est de minimiser la perte en fait par rapport à l'inflation, vu que c'est de l'argent qui va rester longtemps sur ce compte. Donc, un compte épargne, en vrai, c'est vraiment nickel. Et après, justement, une fois qu'on a ce compte épargne-là, on a notre matelas de sécurité qui est plein, on peut faire le virement vers nos comptes d'actifs. Là, donc c'est différentes plateformes. Donc là, par exemple, on peut avoir du PEA, ça peut être des PER, ça peut être des assurances vie, peu importe. Et le but, donc à terme, une fois que tout est en place, c'est aussi d'automatiser ces virements. Et donc, on a toute une chaîne en fait qui se met en place, du salaire avec des virements automatiques d'épargne jusqu'à donc sur le compte épargne, puis après sur les différents comptes et plateformes d'investissement où vous allez investir, et voire même d'aller jusqu'au bout de la chaîne. Il me semble qu'on peut automatiser même les achats des actifs. Donc en fait, une fois qu'on a fait toute la chaîne, on n'a même plus à réfléchir si on achète, si on n'achète pas. Vous checkez juste si tout a bien été fait, on va dire, à chaque mois quand vous faites vos comptes et votre budget. Vous ajustez les pourcentages de virements automatiques s'il y a besoin d'ajuster, mais après le reste, normalement, ça vous prend, on va dire, moins d'une après-midi, quoi. Le but, c'est pas d'y passer sa vie, quoi. Donc voilà, et après, la chaîne en retour, c'est une fois qu'on a une vente d'actifs ou des dividendes qui vont tomber, c'est soit de le remettre sur les comptes d'actifs pour pouvoir bénéficier des intérêts composés qu'on va aborder juste après, ou soit donc directement de le sortir, donc sortir complètement de l'investissement, qu'il ne faut pas oublier les impôts quand même, les fameux 30% ou moins si vous avez un PEA, mais il ne faut pas oublier de les mettre de côté, parce que ça rentre après sur votre déclaration, sur l'argent que vous avez gagné sur l'année, et de le mettre sur un compte épargne, et du coup, le dépenser dans les différents projets, objectifs que vous avez eus à la base. Et donc, une fois qu'on a fait un peu ce tour de budget, on va dire d'habitude d'épargne, et qu'on se dit, bon là, c'est bon, je suis ready, j'ai mon matelas de sécurité qui est plein, et que tu veux commencer à investir. Donc, il y en a certains ici qui ont déjà commencé et d'autres non, mais il y a quand même quelques questions à se poser, on va dire, avant de commencer à appuyer sur le bouton achat.
Et on va faire le tour justement de ces quelques questions. Donc le but, c'est d'établir justement le profil d'investisseur. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. En général, surtout quand on est assez jeune, on va dire, on se pose peu la question de savoir pourquoi on le fait. Enfin, on sait qu'on le fait pour peut-être aller s'acheter une maison un jour, ou sa retraite ou autre. Mais c'est des questions quand même qui sont importantes, au moins d'y réfléchir un petit peu, parce que ça conditionne aussi énormément ce que vous allez acheter derrière. Et c'est un peu ça qu'on va voir en fait. C'est que c'est une étape qui va être essentielle justement pour savoir qu'est-ce qu'on va utiliser sur notre portefeuille. Donc les bonnes questions, ben voilà, c'est quand est-ce que vous aurez besoin de cet argent et pourquoi vous investissez. Donc, bien évidemment, le but, c'est de se mettre des objectifs. En général, investir pour sa retraite, c'est bien, même si c'est un peu long. Ça peut être long pour certains. Le but, c'est quand même voilà, de se donner des objectifs de, voilà, si vous voulez je sais pas, être propriétaire entre vos 30 ans et vos 40 ans, bon, ben, vous avez un horizon de placement qui est de tant d'années. Et donc, ça va conditionner ce que vous allez acheter derrière. Par exemple, voilà, un horizon de court terme, je dirais, c'est entre 1 et 5 ans. Souvent, on va favoriser des placements plus sécurisés qui vont être des fonds euros, ça peut être des obligations, et en général, c'est des choses qui sont moins volatiles. C'est-à-dire que, comme vous savez que vous allez vendre dans pas longtemps, techniquement, le but, c'est pas que vous achetiez un endroit, que vous voyez que ça monte, vous êtes super content, vous avez gagné de l'argent, et en fait, 3 mois avant de votre objectif soit atteint, ça chute et vous repassez au même niveau que vous avez acheté, voire même en dessous. Donc le but, c'est de déplacements plus sécurisés, on va appeler ça des placements moins volatiles. Et plus long terme, donc je dirais, on va dire 7 ans et plus, là, on peut partir sur des choses qui sont pas plus risquées. Enfin, on va aborder justement la notion de risque après. Mais oui, c'est déjà partir sur des marchés comme le marché des actions, c'est déjà beaucoup plus compréhensible si on investit long terme. Pour le risque, il y a un peu deux aspects. L'idée, c'est qu'en fait, souvent, on dit que les actions sont beaucoup plus risquées que le reste. Je pense qu'il y a, enfin, c'est vrai et pas vrai, on va dire. Il y a un peu deux notions. En fait, il y a la notion de volatilité, ça qui est propre aux actions, qui bouge énormément. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez là sous les yeux. C'est l'idée, c'est que le premier graphique que vous avez en haut, c'est le CAC 40. Alors, le CAC 40, s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est un peu un indice qui regroupe les 40 meilleures entreprises en France. Donc, on donne une valeur, on va dire, à ces 40 entreprises cumulées et ça donne un indice de bourse que tout le monde suit. Il existe le même pour les États-Unis, pour plein d'autres pays. Et donc, c'est souvent un indice qui est regardé parce que ça fait un peu un état global et assez macro, on va dire, des industries françaises, quoi. Et la notion, en fait, de risque, alors, oui, il y a des gens qui peuvent, on va dire, faire des coups très risqués, investir dans des trucs où il y a peu de capitalisation et donc c'est des trucs qui vont bouger très vite, donc ça c'est dangereux. Mais nous, on est là quand même pour vous donner une vision d'investissement plus saine et c'est de vous mettre en avant justement ces points-là et de faire comprendre quelle est la logique justement derrière ce risque. Et donc oui, sur le premier graphe en haut, c'est le CAC 40 sur 2 ans, je dirais, donc depuis 2022. Donc, le CAC 40, c'est que des actions françaises. Et on voit que ça bouge quand même pas mal. Donc là, par exemple, en 2 ans, au final, on n'est pas très loin si on avait acheté au tout début, donc en 2022, on n'est pas très loin en termes de performance, de ce qu'on aurait aujourd'hui. Donc, c'est pas hyper rentable. Mais le risque, on le réduit énormément lorsqu'on en investit de long terme. Et c'est vraiment la base d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est fixer des objectifs court terme, trop court terme, c'est pas forcément bon. Ou alors, on le met sur des placements adaptés. Mais dès qu'on part sur des actions, ça peut être des actions de l'or ou autre, le but, c'est quand même d'essayer de viser le long terme. Et donc, minimum, je dirais 5-7 ans. Et on voit que sur le deuxième graphique à droite, ça, c'est pareil, c'est le CAC 40 aussi, mais depuis 2010. Donc, ça n'a pas du tout la même tête. Et alors, oui, il y a des événements qui entraînent des grosses chutes. Notamment, c'est le cas en plein milieu, là, que vous voyez, c'est la chute du Covid. Il y en a d'autres, hein, d'ailleurs. Mais le but, c'est vraiment d'investir long terme sur ces placements-là pour, en fait, lisser et ne pas regarder les événements un à un. Et plus après notre objectif se rapproche, plus on passera sur des
des actifs moins volatiles pour pouvoir vendre plus tranquillement et moins subir des potentielles baisses comme il arrive de temps en temps. Ça, c'est l'autre point du risque que j'aimerais aborder parce qu'on dit souvent que les actions, c'est plus risqué que les autres placements, comme les obligations d'État. Alors, les obligations d'État, si je peux faire un petit rappel, les obligations, en fait, c'est lorsque vous prêtez de l'argent à des États ou à des entreprises. En général, quand on parle d'obligations, on va souvent parler d'obligations d'État, mais le but, c'est ça, c'est que l'État émet des titres de créance. Vous achetez ces titres, donc vous avez un titre qui vous dit que vous allez recevoir un certain pourcentage tous les mois de l'argent que vous avez prêté et un remboursement complet de l'argent que vous avez prêté à la fin de la période de remboursement. Et donc pendant ce temps-là, l'argent il est donné à l'État ou une entreprise, même si on va regarder l'exemple de l'État. Et eux, après, ils l'utilisent pour investir, enfin peu importe. Donc voilà, c'est comme si vous étiez une banque et que vous prêtez à l'État, mais c'est un individuel. Et donc on dit souvent, voilà, par exemple, souvent les placements peu risqués, si vous allez voir sur des assurances vie ou autres, ça va être des fonds euros, des obligations d'État, ce genre de choses. Mais moi, je n'estime pas que c'est forcément plus risqué. En fait, il y a une notion qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, si on prend ces 4 rectangles, c'est un peu toutes les classes d'actifs qui existent aujourd'hui. Donc on a la monnaie par le cash, on a les valeurs de rareté qui va être les matières premières, donc comme l'or, ou je peux mettre un peu l'immobilier dedans, même si c'est pas tout l'immobilier, ça va être vraiment de. Par exemple, si vous avez un appartement rue Champs-Élysées, là oui, c'est on va dire une valeur de rareté. Donc les obligations d'État et donc les valeurs d'efficacité qui sont les actions ou les ETF qui sont des paniers d'actions. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dans le système capitaliste dans lequel on vit aujourd'hui, c'est vraiment un écosystème. Ce sont des actifs qui vont se répondre et qui vont évoluer de manière différente les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que je prends l'exemple des actions. Quand ces actions-là vont baisser, en général, tout ce qui est valeur de rareté, donc valeur de refuge, vont augmenter. Donc c'est le cas de l'or qui augmente quand les actions baissent souvent, ou le cas des obligations d'État. Et par contre, ce qu'il faut aussi faire attention, c'est que c'est tout ce qui est cash et obligations d'État, forcément, c'est rattaché à un État et donc à une monnaie. Et donc, il faut aussi quand même avoir un backup de se dire que voilà, cet État est fiable, cette monnaie est fiable. Si vous prenez des obligations d'un pays, je ne sais pas au hasard, mais d'un pays d'Amérique du Sud, en ce moment, c'est quand même peu conseillé. En ce moment, les obligations françaises ou américaines sont à prendre avec des pincettes aussi, vu qu'on on est quand même très endetté. Donc, sur un horizon de placement peut-être à 15 ans, 20 ans, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc voilà, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un écosystème de différents actifs qui vont se répondre. Et le but, c'est pas de dire que les actions sont plus risquées que des obligations d'État et donc je prends que des obligations d'État. Parce qu'on peut prendre, voilà, on peut très bien prendre que des obligations d'État d'un État un peu tout claqué et donc perdre plus vite son argent que sur des actions. Et donc le but, c'est de construire un écosystème, ce portefeuille-là, en prenant certains pourcentages de tel actif, d'un autre actif. Et pour savoir lesquels on prend, on se base justement sur ces critères d'inflation et de croissance qui sont bénéfiques à chaque fois pour la case qui est représentée. Et donc de partir de ça et de construire son portefeuille et de construire un écosystème en fait qui va se répondre. Et donc dans ce cas-là, quand on prend plusieurs cases, donc c'est 3 ou 4 qu'on met dans notre portefeuille, on réduit le risque vu que c'est un écosystème qui se répond, tout simplement. Donc une fois qu'on a fait un peu un tour de pourquoi est-ce qu'on voulait acheter, quel risque et comment est-ce qu'on peut minimiser notre risque, quelle sécurité on met de côté avec notre matelas sécurité, etc. Le but, c'est justement de commencer à construire son portefeuille, de se poser la question de qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Et là, donc, je reprends le graphique ici, donc le graphique des 4 cadrans. Et c'est un peu ce que j'ai commencé à expliquer, en fait. C'est pour savoir quel actif on va choisir, il y a 2 facteurs. Il y a le profil d'investisseur, si on veut des choses plus risquées, l'horizon de placement, les objectifs, etc. Et il y a aussi la période économique dans laquelle on vit. Et donc ça, c'est illustré clairement avec le graphique des 4 cadrans. Donc par exemple, aujourd'hui, voilà, on est un peu dans une période où on a de la croissance, mais en même temps pas trop. On ne sait pas trop. La France
on est à 0,5, voire 1%. Enfin, on fait à peine peut-être 1% de croissance par an, ce qui est quand même compliqué. On a de l'inflation, on a eu beaucoup d'inflation pendant les années qui ont précédé le Covid. Maintenant, ça ralentit un peu, mais bon, l'inflation est quand même là, donc on ne sait pas si ça va repartir, si ça va redescendre. Enfin, l'idée, donc voilà, c'est on est un peu dans une période on est un peu dans des périodes d'entre-deux, en tout cas en France. Après, il y a d'autres pays, il n'y a pas que la France. Si on prend le cas des États-Unis, donc eux, ils ont aussi pas mal d'inflation qui descend plus, mais ils sont quand même beaucoup plus efficaces sur leur action. Donc, c'est un autre point de vue. Ou si on prend le marché plutôt côté asiatique, eux, ils ont des monnaies, des obligations d'État qui sont quand même beaucoup plus solides. Ils ne sont pas endettés comme nous on l'est. Ils ont eu de l'inflation, mais quand même beaucoup moindre. Mais bien, ouais, bien plus faible que nous. Et ils ont des potentiels aussi sur les ETF. Donc ça, on va le voir après. Mais donc voilà, l'idée, c'est de se construire un écosystème comme ça. Et par exemple, si on prend justement 25% de chacun de ces actifs, on fait entre 3 et 5% par an depuis 1960, et ça avec une faible volatilité. Et c'est ça en fait qui est puissant et qu'il faut vraiment comprendre. C'est tout là en fait que je trouve stylé, c'est que on peut très bien prendre tous les actifs qui existent, donc les 4 qui sont là, on se les fout 25% dans un portefeuille et en fait on touche à rien et ça monte sur une pente toute douce comme ça, tout doucement ça monte entre 3 et 5% de, en termes réels. Ce que je veux dire, quand je parle en termes réels, ça veut dire qu'on a l'inflation qui est déduite des performances donc à chaque année. Et donc là, on fait vraiment entre 3 et 5% pur par an en termes de pouvoir d'achat. Et c'est ça qui est incroyable. Et en faisant ça, en plus, on fait beaucoup mieux que si on prenait 100% d'or, 100% d'obligations, 100% de cash. Donc, par contre, on fait beaucoup moins qu'avec 100% d'actions. Parce que là, comme vous voyez, 100% d'actions, ça correspond à peu près à 7% par an en termes réels depuis 1960. Mais par contre, voilà, comme on l'a vu sur le CAC 40, les actions sont très, très volatiles. Et donc, il y a plein de combines en fait de réduire aussi cette volatilité en ajoutant des actifs comme l'or, les obligations ou le cash, qui permettent aussi de dormir sur ses deux oreilles la nuit, mais tout en ayant une performance, on va dire, quand même très correcte. Bah, Ouais, vas-y, je t'écoute. les 7% là, que tu as mis par an, c'est c'est genre sur la Terre entière, c'est MSCI World? Je crois que c'est les actions françaises, si je dis pas de Ah, bêtises. c'est ça qui fait 7%? Je pense que c'est les actions françaises, ouais. Ok, Je dois l'avoir quelque part, faut que je le retrouve. Je le redirai, mais moi, il me semble que c'est les actions françaises, hein. ok, ok. Clairement, c'est pas MSCI. Hein. MSCI, on est genre à Mais 10 un ou peu plus, 11% non? de moyenne depuis que ça existe. Après, il faut pas oublier que je parle en termes réels, donc c'est inflation déduite. Donc si l'inflation est de 3% par an, admettons, voilà, si le MCI il fait 11%, en fait, on passe à 8. Donc là, c'est 7% en termes réels. Donc pour les performances qu'on a l'habitude d'entendre, c'est plus 10%. Mais je serais pas déconnant que ce soit la France. Parce que pour le coup, le S&P 500 ou le MSCI, ouais, le MSCI World, qui est un peu comme le S&P 500, je crois qu'on est plus vers du 12-13% maintenant. Depuis 1960, c'est assez énorme. Mais ouais, je pense que c'est le truc de la France, il faut que je le retrouve. Euh, tac, 4 cadrans. J'ai sur le téléphone. Euh, hop. Ah non, ouais, c'est portefeuille US. Non, non, ok, d'accord. Bah, c'est bien les États-Unis. Donc, je pense avec le S&P 500, qui va faire 10% par an depuis 1960. Donc après, les actions françaises, ouais, c'est un peu moins. Mais voilà, mais ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, on peut s'approcher de ces performances-là en sélectionnant correctement les actifs. En fait, le but, c'est de partir de ce 25% de chacun des actifs. On en élimine un, voire deux, en fonction des choix qu'on veut faire par rapport à ce qu'on veut investir et des choix économiques, de l'inflation et de la croissance. Et donc, on arrive finalement à choisir que deux types d'actifs. Et on se rapproche assez rapidement en fait des performances d'un portefeuille qui serait 100% en action, mais en ayant beaucoup moins de volatilité. Donc en étant plus serein, en dormant mieux la nuit. Enfin, voilà. Ensuite, une fois qu'on sait à peu près quel actif on va acheter, le but ça va être de savoir sur quel support on va l'acheter.
Le plus connu, et je pense que ce qui est à prioriser quand même, c'est tout ce qui est PEA et CTO. Alors CTO, c'est pour le compte titre. Pour ceux qui ne savent pas trop, donc PEA, en général, on n'achète que des actions européennes, donc des ETF ou des actions européennes. Le compte titre, ça permet d'acheter sur des actifs du monde entier. Donc on peut aller sur de la bourse américaine, on peut aller sur de l'asiatique, Amérique du Sud, enfin peu importe. En général, il y a quand même des ETF qui existent sur des PEA pour pouvoir répliquer certains indices. Je sais que sur PEA, on peut acheter du S&P 500, qui est la bourse américaine. Donc on appelle ça un ETF synthétique en fait, parce que du coup, c'est un ETF qui va répliquer quelque chose qui lui est vraiment backé directement sur la bourse américaine. Mais dans l'idée, c'est quand même à prioriser. Voilà, je pense que c'est le support à prioriser, en tout cas qui a à ouvrir dès que possible pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux, notamment celui du PEA, où on divise par 2 la flat tax. Enfin, un peu moins que 2, on passe de 30% à 17,2% d'imposition, ce qui est vraiment non négligeable. Et pareil, je crois qu'avec l'assurance vie, quand on l'a depuis un certain temps, il me semble que c'est 8 ans de détention, on a aussi un avantage fiscal. Donc ça, c'est des choses qu'il faut ouvrir. Même si on met que 50 €, 100 € qu'on n'investit pas, on peut très bien les laisser sur le compte, à chaque fois j'oublie le nom, mais sur le compte, on a un compte titre où on détient nos actions et on a un compte qui est affilié à ce compte titre sur lequel on a des euros. Et on peut très bien ouvrir un PEA, laisser 100 € sur ce compte-là. Et en fait, on prend date. Ça veut dire que voilà, c'est la date d'ouverture qui fait foi, on va dire, pour après bénéficier des avantages fiscaux plus tard. Et donc voilà, après, il y a différents supports qui sont un peu à regarder en fonction de leur spécificité. Disons que chaque support a sa fonctionnalité, a ses spécificités de retrait, d'avantages par rapport à leur investissement, etc. Je pense notamment au PER, qui est pensé pour des réductions fiscales d'imposition chaque année. C'est-à-dire que les montants que vous mettez sur votre PER, ils sont déduits après de ce que vous déclarez à la fin d'année, et donc vous êtes moins imposé. Ça peut vous faire changer de tranche. Bon, après, bien sûr, vous les repayez derrière quand vous les sortez à votre retraite, etc. Donc voilà, c'est vraiment à regarder, mais je pense que le PEA, CTO, c'est vraiment à prioriser, c'est les supports les plus flexibles, on achète le plus de choses dessus, on a vraiment la main, on va dire, sur ce qu'on fait et sur notre argent, quoi. Et là, c'est un peu le petit moment de pub, j'ai envie de dire, c'est que sur le Discord, voilà, nous, on a des liens d'affiliation. Donc si vous passez par nos liens pour ouvrir les comptes, vous avez des avantages et des bonus. Alors, je les ai plus en tête, mais vous bénéficiez par exemple de réduction de frais lorsque vous passez des ordres, ce genre de choses. Et nous, derrière, donc, on est aussi, on n'est pas rémunéré, mais on touche aussi un bonus quand vous vous inscrivez ou quand vous passez des ordres ou autre. Et donc, j'ai envie de dire, ça donne de la force. Donc, si vous pensez, si vous n'avez pas encore ouvert vos supports et que vous allez ouvrir sur un support, essayez de penser à nous et passer par nos liens. Et donc, ils sont disponibles dans un canal sur le Discord où il y a marqué lien utile, il me semble. Et donc, tout est dessus, quoi. Une autre notion qui a intégré, enfin 2 notions du coup, qui sont intégrées absolument quand on construit son portefeuille, c'est bien évidemment diversifier ce qu'on achète et ces notions de partie offensive, partie défensive qu'on a un peu abordé avec les 4 cadrans. Et donc pour la diversification, ça je pense que en vrai tout le monde est à peu près au courant. Le but c'est de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc une fois qu'on a choisi ses actifs, etc., si on prend par exemple les actions, on ne va pas mettre 100% sur une seule action. C'est un peu débile. Le but, c'est de diversifier, justement. Donc, de choisir des critères de diversification. Si on prend les actions, on peut diversifier, par exemple, en prenant, je sais pas moi, que des entreprises assez écologiques. Ça peut être un critère, écologique, comme que des entreprises qui font que du transport. Enfin, il y a plein de. Après, c'est à vous de choisir un peu vos critères. Il y a des ETF aussi, regardez beaucoup les ETF qui sont. Il existe des ETF un peu pour tout et n'importe quoi. Vu qu'un ETF est un panier d'actions, le choix des actions qui est mis dedans dépend vraiment des critères de l'ETF. Et je sais qu'il existe des ETF énergie, par exemple, où on va peut-être avoir certains pourcentages de Total et de d'autres entreprises EDF ou autres. Voilà, donc c'est un peu. Ça, c'est un peu en fonction de chacun et de ses convictions aussi. Mais ouais, diversifier, c'est hyper important et dans chacun des actifs. Et la partie offensive, partie défensive, on l'a un peu vu sur les 4 cadrans.
l'idée, c'est quand même de construire un écosystème qui se répond pour pouvoir avoir moins de volatilité et, aussi, comme on ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir, le but, c'est d'anticiper un petit peu et jouer sur cet écosystème. C'est-à-dire que la partie offensive, en général, c'est la partie qui va faire des gros pourcentages sur notre portefeuille. Donc, en général, c'est les actifs plus volatiles. Donc, ça peut être les actions, voire même les crypto-monnaies en ce moment, qui sont, on va dire, dans une bonne position. Et en contrepartie, la partie défensive, c'est celle qui va permettre à notre portefeuille de moins prendre cher quand il y aura des chutes de marché. Parce qu'en réalité, il y a 3 cycles, on va dire, sur les marchés. Il y a soit tout le marché monte, et dans ce cas-là, c'est facile de gagner de l'argent, soit tout le marché baisse, et dans ce cas-là, tout le monde perd de l'argent, ou soit juste il se passe rien, et tout fluctue, ça stagne, on va dire. Et donc, le but, c'est de jouer donc, sur ces parties offensives et défensives pour pouvoir, profiter des montées quand on est quand on est en montée justement en croissance et on a une partie offensive qui fait des gros pourcentages. Et lorsqu'on a des grosses baisses, le but, c'est que les actifs qu'on a mis sur la partie défensive baissent beaucoup moins que les actifs qu'on aurait dans la partie offensive. Donc là, j'ai pris une répartition que j'estime très intéressante. On pourrait prendre des ETF S&P 500 donc à 30%, pour jouer sur les actions américaines qui surperforment clairement les actions françaises depuis longtemps. J'ai mis 30% d'ETF Asie, donc ça peut être des actions chinoises, donc ETF chinois, ou il y a même l'Inde aussi qui serait intéressant. Alors, l'ETF Asie, on pourra en reparler un peu à la fin. Je l'ai mis dedans parce que je trouve que c'est une grosse opportunité qu'on a en ce moment. L'idée, c'est de partir du fait que au vu de ce qui est les États-Unis et de ce qui est la bourse américaine par rapport au monde, l'idée c'est de se dire que voilà, sur des périodes de temps de 10-15 ans, je trouve que c'est assez impossible que 80% de la performance des actions futures soit réalisée uniquement par les Américains, au vu du poids qu'ils ont déjà dans l'économie. Et par contre, à l'inverse, au vu du poids qu'a le secteur asiatique dans l'économie et au vu de l'actualité et de la puissance de ce qu'est tout le continent asiatique actuellement, il n'est pas improbable qu'ils réalisent beaucoup de performances dans l'avenir et qu'ils prennent justement du part de marché qu'on a nous, les Européens et les Américains. Donc voilà, comme je ne sais pas, qu'on ne prédit pas l'avenir, le but c'est mettre 30% de l'un, 30% de l'autre. Et après, ça va être de la gestion de portefeuille. Ça veut dire qu'on va le voir justement, ça va être un des points qu'on va aborder, c'est gérer son portefeuille une fois qu'on a acheté. Mais il y a un système de rebalancement à faire de manière régulière qui permet d'optimiser encore plus nos performances. C'est-à-dire qu'on va vendre des actifs qui sont montés pour racheter des actifs qui ont baissé. Et comme ça, petit à petit, si on a construit un écosystème qui se répond normalement, donc avec une partie offensive, une partie défensive, notre portefeuille gagne en performance, vu qu'on rachète des actifs moins chers, etc. Et on va le voir ça après. Et donc sur la partie défensive, voilà, mettre de l'or, et j'ai marqué un peu de crypto, donc surtout le Bitcoin, on va dire à long terme, très long terme. Si vous partez sur d'autres cryptos, faut quand même beaucoup plus s'y connaître. C'est beaucoup plus volatile, plus risqué, là pour le coup. Donc voilà, c'est savoir. Après, voilà, sur le Discord, il y a plein de gens qui ont acheté de tout. En crypto-monnaie, on est quand même pas mal. À force, je crois que maintenant, dans la section crypto, il y a peut-être une centaine de personnes. Il y a aussi une centaine de personnes côté action. Enfin, donc l'idée, c'est de ne pas hésiter d'échanger avec un peu tout le monde. Si jamais il y a des envies d'achat qui vous tentent, l'essentiel, c'est quand même de se renseigner avant tout, surtout quand on parle de crypto-monnaie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions sur ça. Après, peut-être qu'on pourra le revoir à la fin, mais s'il n'y a pas de questions, je peux. Ouais, Vas-y. tu dis avant la partie défensive, mais si tu as une strat à long terme, tu te dérisques un peu en quelque sorte. Donc, est-ce que si tu te mets sur 20-30 ans long terme, si c'est ta strat, est-ce que c'est pas mieux de partir en full offensif? Du coup, Après, comment dire, c'est possible, ça se fait, mais il y a des périodes. En fait, en ce moment, c'est un peu biaisé parce que, disons que si on a à peu près tous la vingtaine, je ne connais pas l'âge de tout le monde, on va dire ici, là, mais quand on a à peu près la vingtaine, on a connu que enfin, on va dire, depuis 2010, c'est que de la hausse, mais de la hausse bien vénère, sur tous les marchés. Et on se dit, voilà, même si on prend des périodes économiques beaucoup plus longues,
on voit que les actions finissent toujours par monter. Mais il y a quand même des périodes, je peux vous montrer à la fin, je ne vais pas le montrer là, mais j'en parle un peu justement dans le rebalancement. Mais il y a quand même des périodes où des fois, même en étant full action, on ne gagne pas d'argent. Je pense notamment à la période, c'est des années 2000 jusqu'à 2012 à peu près, même plus en fait, non, même plus, jusqu'à 2018 ou 2020. C'est des périodes, de 2000 à 2020, il y a une période de 20 ans où si vous étiez full action, en 2000, vous avez acheté à 100, en 2020, vous êtes à 100, quoi. Et, et en fait, le but d'avoir une partie défensive et offensive, c'est prendre des pourcentages quand ça monte et moins en perdre aussi quand ça descend. Et donc, en fait, tu as quand même quelque chose qui monte de manière croissante. Et donc, si tu fais par exemple quelque chose comme ça, tu vois, tu te retrouves en 2020 à avoir gagné de l'argent et pas à être à break-even, donc à ton point d'entrée, quoi. Et il y a plein de périodes comme ça qui sont hyper intéressantes pour les parties défensives. En ce moment, c'est un petit peu le chaos, hein, honnêtement, parce qu'il y a les actions qui montent, il y a l'or qui monte aussi, alors que c'est une partie défensive. L'or qui monte même plus que les actions depuis le début de l'année. Enfin, donc l'idée, voilà, c'est quand on est dans des périodes comme ça, on ne sait pas trop, on répartit des pourcentages et voilà, quoi. Ouais, on ne prédit pas l'avenir, quoi. Et quand tu mets Bitcoin en défensive, quand les actions montent, le Bitcoin a tendance à baisser inversement. Alors, c'est un peu différent. Alors, en général, non, quand les actions montent, le Bitcoin, il monte aussi, vu qu'il va avec les liquidités du marché. Quand, on va dire, les liquidités dans le monde entier montent, les actions en général, elles montent. Et pour le coup, le Bitcoin, il monte aussi. Là, ce que j'ai mis, c'est que c'est plus pour un long terme, à au moins un horizon de 10 ans, je dirais. Le Bitcoin, en fait, il est hyper intéressant parce que aujourd'hui, il est volatile comme les actions. Il est très dépendant parce que c'est assez nouveau, on va dire. Mais les fondamentaux qu'il y a derrière, enfin, je veux dire que Bitcoin repose sur des fondamentaux techniques, hein, qui sont inscrits techniquement sur qu'est-ce qu'est Bitcoin finalement. Et ces fondamentaux techniques donnent, on va dire, tout cet aspect défensif à Bitcoin. On part souvent d'or numérique, et d'ailleurs c'est le cas parce qu'il répond un peu aux trois principes qu'on a d'avoir une valeur refuge et d'avoir ça, une valeur refuge comme l'or. C'est quelque chose qu'on peut transporter facilement, donc comme le Bitcoin, enfin bon, l'or, ça se transporte facilement, sauf quand tu as 20 tonnes d'or à bouger. Là, c'est plus embêtant, mais ça se transporte facilement. C'est infalsifiable. Ben, par les fondamentaux techniques que j'ai cités pour le Bitcoin, on ne peut pas fabriquer de faux Bitcoin, ça n'existe pas. L'or aussi, c'est très facile de savoir, de reconnaître de l'or pur contre de l'or falsifié, enfin, qui ne serait pas de l'or, tout simplement. Donc ça, voilà, et le fait que ce soit présent en quantité limitée aussi. C'est ça qui est hyper important. C'est qu'il existe maximum que 21 millions de bitcoins et il n'y en aura jamais plus. Et c'est la même chose pour l'or en quelque sorte. C'est l'or, il y a une quantité limitée sur Terre, il est difficile à extraire. Enfin, c'est pas demain on va trouver un gisement d'or et la quantité d'or dans le monde va faire x2, quoi. Ça, c'est pas possible. Et donc c'est la même chose. C'est pour ça qu'à très long terme, Bitcoin peut répondre à une partie défensive. Euh, donc c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Mais après, bien évidemment, c'est quand même très cyclique encore aujourd'hui. C'est pour ça que bon, j'ai mis que le Bitcoin. Je parle même pas des autres crypto-monnaies qui ont un fonctionnement qui est totalement différent. Mais ouais, c'est quand même, de toute façon, voilà, je l'ai mis sur une slide à un moment, mais il faut toujours se renseigner et acheter que des choses qu'on comprend. C'est hyper important. S'il n'y a pas d'autres questions, on va enchaîner parce que je suis quand même resté longtemps sur cette slide. Donc bah, voilà, après, bah, une fois qu'on a défini son budget mensuel, qu'on sait combien on peut investir, qu'on a automatisé un petit peu cette gestion-là, on s'est posé les bonnes questions de pourquoi on le fait, nos objectifs. En fonction de ça et des périodes économiques, on a choisi les actifs adéquats. Et donc là, le but, c'est commencer de passer à l'action, quoi. Et donc, bah, nous, on est là aussi pour vous accompagner un peu au maximum sur le Discord. On a fait quelques tutos. Alors, c'est peut-être pas complet à 100% sur tous les actifs, mais, euh, mais on a fait voilà, quelques tutos pour expliquer le fonctionnement de certaines plateformes. Parce que, mine de rien, quand on n'a jamais acheté quelque chose, quand on se retrouve sur une plateforme, il y a un peu une plateforme de trading, mais c'est là où on fait des achats et des ventes. Au début, ça surprend un peu, hein, on ne sait pas trop ce que c'est, acheter en limite ou acheter en marché, etc., etc. Donc, il y a quelques notions qui sont simples, hein. Après, on prend la main très vite, mais il y a quelques notions à avoir. Et donc, nous, on est là aussi pour vous accompagner. On a fait quelques tutos.
faut pas hésiter à poser des questions aussi pour savoir quel est le meilleur support par rapport à l'expérience de chaque personne sur le Discord, etc., quoi. Donc on a fait donc la checklist, j'en ai fait une un peu comme ça, mais avoir un matelas de sécurité plein, ça c'est hyper important pour investir sereinement. C'est clairement la base, on l'a vu. Avoir une stratégie d'achat aussi. Donc le mieux c'est de faire un DCA. Donc DCA c'est quand on investit un petit montant tous les mois. Donc voilà, le but c'est de l'automatiser comme on l'a vu avant. Je pense que c'est une des meilleures stratégies à avoir, en tout cas des plus passives et qui permet quand même d'avancer dans ses objectifs financiers sans trop y faire attention. Le choix du support, ça j'en ai parlé, et fixer son portefeuille. Ça, c'est important aussi. Le but, c'est qu'une fois qu'on a une stratégie en tête, qu'on est parti sur une répartition avec un certain pourcentage, le but, c'est de s'y fixer en fait. C'est pas de tout revendre, de tout rechanger toutes les semaines. Je pense qu'une bonne date pour ne pas toucher au début sa répartition, c'est entre 3 et 6 mois. C'est que si vous changez dans des périodes qui sont plus courtes que de 3 à 6 mois, c'est qu'il y a un problème. Enfin, en tout cas, vous n'êtes plus dans une logique d'investissement long terme, et c'est vraiment une autre logique là. C'est une logique vous êtes beaucoup plus actif, de gestion active justement sur votre portefeuille. Et on ne regarde pas du tout les mêmes fondamentaux, on n'investit pas du tout pareil. Et d'ailleurs, c'est un vrai métier à faire de la gestion active de portefeuille. Donc nous, c'est pas du tout notre objectif. Et donc une fois qu'on a fait l'achat, on a placé nos répartitions, on a acheté, on a ouvert nos différents supports. Maintenant, c'est d'aborder cette période-là, en fait, où on a acheté, on a une période justement de gestion de portefeuille, où on va continuer à l'augmenter petit à petit avec nos virements mensuels. Et après, il y a la période de vente qui arrivera beaucoup plus tard. Mais cette période justement de gestion de portefeuille est importante, c'est d'ailleurs même la période la plus longue. Et il y a plein de choses qui sont très intéressantes à faire. Et donc, on va aborder ici. Donc, notamment, au milieu, mais assez évident, c'est de mettre à jour justement ces virements automatiques ou ces achats mensuels en fonction de ces changements de niveau de vie. Lorsqu'on augmente de salaire, lorsqu'on a un budget mensuel qui est différent parce qu'on a déménagé ou je ne sais quoi, ou qu'on a un nouveau projet en tête, et du coup, on peut moins investir parce qu'on place un peu plus sur ce compte épargne, etc. Mais donc voilà, c'est de faire de la gestion un peu sur ça, de mettre à jour, on va dire, son statut d'investisseur. Les gros changements possibles sont aussi peut-être dus au marché et aux opportunités que vous allez avoir. On l'a un peu évoqué, le but c'est d'anticiper un maximum les hausses et les baisses avec des parties offensives, des parties défensives. Mais donc au sein d'un même actif, si on prend les actions, admettons, peut-être que vous allez avoir, je sais pas, vous avez pris Total et EDF. Peut-être que demain, on parlera plus du tout de pétrole ou d'énergie un peu plus verte et qu'on aura une autre énergie, je ne sais pas. Et d'un coup, il y a d'autres sociétés qui vont naître et qui seront leaders du marché. Mais là, vous allez avoir des gros changements au sein d'un même marché. Et donc, le but, c'est de suivre un peu ce changement-là si vous voulez rester toujours dans le même secteur. Et donc, ça va être des grosses ventes d'actifs pour pouvoir réallouer justement cet argent-là sur les actifs qui sont un peu plus dans la tendance du marché. Mais donc, ces gros changements, le but, c'est pas qu'ils apparaissent tous les 2 mois. Comme on l'a dit, c'est vraiment des changements très macroéconomiques. Donc, on a le temps de le voir venir, on a des news qui en parlent, etc., etc. Nous aussi, sur le Discord, on fait pas mal de veille, justement, et de marché en parlant des opportunités. Donc, ça aide aussi à vous, derrière, de vous tenir au courant, de voir ce qui est intéressant en ce moment. Est-ce que votre portefeuille est toujours à jour par rapport à la période économique, etc., etc. Donc, après, il y a la notion de rebalancement qu'on va aborder juste après. Et pour l'optimisation, j'en ai un peu parlé, mais voilà. Il y a une possibilité aussi d'optimiser un peu plus parce que l'idée, c'est de partir un petit peu, faire simple au début, comme on l'a vu en choisissant ses actifs. On prend des pourcentages un peu comme ça. Et après, dans chacun des actifs qu'on a choisi, on essaie de faire simple, donc avec des ETF ou autres. Et après, on peut un peu plus affiner. C'est-à-dire que si derrière, c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut plus choisir des actions individuelles. Donc plus recentré, donc moins diversifié, du coup plus recentré pour peut-être chercher plus de performance et donc faire un peu de veille, j'en ai parlé, et notamment avec le yen, très récemment avec le yen japonais, il y avait quelque chose qui était très intéressant puisque le yen était très dévalorisé par rapport à l'euro, mais dévalorisé à un point qu'on n'a jamais vu depuis, je dirais depuis 1900. Sauf que quand on fait un état de l'art, on va dire, de ce qu'est le Japon, c'est quand même des industries très performantes, surtout dans l'automobile ou dans d'autres secteurs. Comme leur monnaie est très dévalorisée par rapport à l'euro ou au dollar, ils vont vendre les mêmes produits avec la même qualité, mais 2 fois moins cher.
Donc, ils ont une concurrence qui est absolument folle sur les marchés. Et d'ailleurs, si vous avez entendu des crises sur le marché automobile allemand, c'est clairement à cause de ça. Et donc, derrière, voilà, on a une monnaie, par exemple, on a une opportunité. On voit que le yen japonais est très dévalorisé par rapport à l'euro. On a des fondements macro qui sont compréhensibles pour tout le monde. Et on sait que le Japon ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. Donc, voilà, de placer un peu de sa partie défensive en cash, du coup, dans la monnaie du yen. C'est des performances, on va dire, qu'on peut avoir sur du cash qu'on a rarement l'occasion d'avoir sur les peut-être 2-3 prochaines années. Et après, voilà, hop, on re-switch cet argent ailleurs. Et les obligations, ouais, il y a aussi une opportunité il n'y a pas longtemps, c'est moins le cas maintenant, mais sur les obligations chinoises qui donnaient du 5 ou 6% par an. Donc c'était hyper intéressant. Bon, maintenant, c'est plus le cas, je crois qu'ils sont redescendus à 2 ou 3%. Mais voilà, il y a des périodes comme ça, des fois où sur quelques mois, il y a des opportunités. Et donc on peut un peu plus optimiser, on va dire, son portefeuille autour de ça. Pour le rebalancement, pour vous faire vraiment comprendre que c'est une notion hyper importante, et je sais qu'il y en a peu qui le font en réalité, enfin en tout cas des gens avec qui je discute sur le Discord ou des gens qui ont un peu des actions. Alors déjà, pour rebalancer, en fait, on peut faire du rebalancement entre actifs. Donc vous avez une partie offensive qui a augmenté, une partie défensive du coup qui a diminué. L'idée, c'est de faire du rebalancement entre cette partie offensive et cette partie défensive, donc vendre un petit peu des actions qu'on aurait pour pouvoir racheter peut-être de l'or ou des obligations ou du cash. Mais on peut aussi faire du rebalancement en fait au sein d'un même actif. Par exemple, si vous avez des actions, vous avez 10 actions individuelles, vous avez sélectionné pour répliquer un peu le marché français, etc. Admettons, on a 5 actions qui ont surperformé et les autres qui ont moins bien performé, voire même 2 qui ont un peu coulé. Le but, c'est de vendre un peu les actions qui ont surperformé pour pouvoir les rallouer dans d'autres. Cette logique, elle est compréhensible et elle marche que si on a un portefeuille qui représente un écosystème. Parce que le but, c'est justement que on joue un peu sur, on va dire, la création de valeur, on va dire, générée par les entreprises, enfin par le monde entier. Donc on joue sur la croissance économique à venir. Et le but, c'est qu'il y a des périodes où certains actifs vont plus prendre pendant que d'autres vont baisser. Mais tant qu'on a un écosystème qui, on va dire, qui réplique ce que le capitalisme offre, ben, on sait que voilà, demain, c'est les actions qui vont monter, qui vont même performer, et les actions qui vont baisser, qui vont reprendre. Après, bien évidemment, quand on a des actions, ça arrive aussi qu'il y ait des actions qui chutent et même qui passent à zéro, hein, clairement. Donc c'est pour ça que diversifier, c'est important. On réduit aussi ce risque-là. Mais voilà, cette idée de rebalancement, c'est vraiment de vendre des choses qui ont monté pour acheter des choses plus basses, qui, dans un futur potentiel, vu que le marché bouge et que les périodes économiques changent, ces actions plus basses devraient remonter derrière. Et donc, en faisant du rebalancement, on gagne en performance. Et je vais vous le montrer là, justement. Le premier graphique que vous avez sous les yeux, c'est donc là, en vert, c'est les actions françaises, donc ça peut être le CAC 40, justement, en prenant les dividendes qui sont réinvestis. Donc voilà. Si on commence dans les années 2000 et que vous avez mis 100 euros dans les années 2000, aujourd'hui, vous aurez 301 euros. Et de l'autre côté, on a juste le cours de l'or. Donc pareil, si vous avez acheté 100 euros d'or, aujourd'hui, vous aurez 800. Donc là, on voit que voilà, sur cette période-là, l'or a clairement surperformé les actions, même si les actions françaises. Les actions américaines, j'ai pas le graphique, mais ça m'étonnerait pas que l'or ait fait une des meilleures performances sur les 20 dernières années. Ça m'étonnerait clairement pas. Mais par contre, voilà, si on dézoome, donc là c'est sur les 20 dernières années, mais si on remonte encore plus tôt, donc jusqu'en 1970 à peu près, 72 d'ailleurs, c'est marqué en haut, mais là on se dit, voilà, ben là il aurait fallu peut-être avoir 100% d'actions. Mais c'est un peu ce que tu me disais Thomas, c'est voilà, sur du très long terme, est-ce que c'est pas mieux d'avoir que des actions, tu vois? Ben là pour ce cas-ci, oui, ça c'est vrai, tu vois, sur 30, sur 50 ans, c'est le cas. Bon, après on parle de 50 ans, mais tu vois, si tu prends les 5 dernières années, c'est pas déconnant d'avoir eu un pourcentage d'or qui est quand même présent dans ton portefeuille, tu vois. Et donc voilà. Et en fait, l'idée, c'est cette notion de rebalancement et aussi de répartition de pourcentage entre offensif et défensif. Il va vraiment être efficace dans le cas où, par exemple, ici, on prend l'exemple, on met 70% d'actions sur notre portefeuille et 30% d'or, et qu'on fait du rebalancement tous les trimestres. Donc, c'est-à-dire qu'on a, voilà, c'est-à-dire tous les trimestres,
entre chaque trimestre, nos actifs ils vont bouger, donc on va avoir des pourcentages qui vont se modifier. Et le but, c'est de se ramener au portefeuille qu'on a de base, donc refaire ce balancement pour rattraper les 70% d'actions et 30% d'or. Et on voit que voilà, la courbe en bleu, et cette fois-ci depuis 1972, on voit finalement qu'en rajoutant ne serait-ce que juste 30% d'or, on finit au-dessus d'un portefeuille qui serait 100% actions. Et ce, depuis 1970. Et c'est là que c'est très fort, en fait. C'est cette notion d'écosystème, d'actifs qui se répondent, de parties offensives et de défensives qui est à respecter. Pour que ça fonctionne, bien évidemment, il faut faire du rebalancement. Donc, un rebalancement tous les trimestres, je trouve que c'est largement suffisant. Donc, ça fait donc, 3 fois par an. Donc, ça suffit largement. Il y en a même qui le font tous les semestres. Après, ça va voir. Mais voilà, et on fait même mieux qu'en fait, finalement, 100% d'action. Bon, on s'y rapproche, bien évidemment. Mais le gros avantage aussi de rajouter une partie défensive, comme on l'a vu, c'est qu'on réduit aussi la volatilité. Et là, on le voit clairement sur la courbe. On voit que la courbe noire, elle est en dessous, bien en dessous, au début. Après, elle repasse au-dessus dans les années 2000 avec la bulle Internet. On a une grande période là sur la courbe noire que je disais au début, une période de 20 ans où on stagne. Donc, tu vois, si tu prends le pic des années 2000, tu retrouves ce pic en 2008, avant la bulle justement la crise des subprimes, et tu retrouves les mêmes niveaux de performance pour un portefeuille 100% action plutôt vers 2017, 2016. Donc il y a des périodes comme ça, alors que pendant ce temps-là, tu vois, on a notre portefeuille où on a un peu de partie défensive qui dans les années 2000 était quand même inférieure aux actions, mais qui en fait monte petit à petit, plus lentement, mais monte quand même, ce qui fait que quand tu regardes plutôt en 2016, tu vois que ton portefeuille, il a quand même fait presque x2 en fait. Alors qu'un portefeuille 100% action, lui, serait quasiment au même niveau, quoi. Donc il y a ça aussi à penser parce que t'imagines si en 20 ans, enfin, si on se dit aujourd'hui, si je vous dis aujourd'hui que vous investissez de l'argent et que dans 20 ans vous aurez exactement le même montant, je pense que ça vous fait pas du tout rêver. Et, même si d'ici là vous n'aurez pas un peu craqué, vendu à perte ou autre. Donc c'est des notions qui sont hyper importantes et surtout la notion de rebalancement que j'adore et je pense qu'il faut vraiment l'intégrer. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à vous dire. Là, l'idée c'est juste de vous montrer ce qu'on a à vous apporter sur le Discord. Pour, on va dire, une base d'onboarding et d'introduction à l'investissement. Bon, ben là, déjà, il y a ce live-là. Donc, après, c'est pas un live que je fais tout le temps. Là, c'était un peu exceptionnel parce que je sais qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui ont rejoint, même si on n'est pas si nombreux que ça au call, mais on va avoir un replay du call, etc. Donc, ça va toujours servir. Et donc, on va aussi mettre en place 3 vidéos d'introduction qui sont pas encore présentes, mais on les a déjà tournées, donc elles devraient sortir dans pas trop longtemps. On a un document complet qui va récapituler un peu tout ce que je vous ai dit, donc avec une démarche complète des questions à se poser, de sa gestion de budget jusqu'au choix de ses actifs, de ses supports, etc., etc. Je vais faire un document écrit avec un peu une fiche investisseur en parallèle qui sera, on va dire, à remplir, donc vous pourrez voir votre avancement et on pourra même comparer en fait après la fiche de chacun en fonction des autres sur le Discord et je pense que ça va être cool, comme ça on aura, en fin d'année en général, on partage les performances de notre portefeuille. Et c'est bien d'avoir une idée des performances et aussi du profil de la personne par rapport à ce qu'elle fait. Donc voilà, donc ça, c'est un document qui va arriver. Je l'ai quasiment fini, il devrait arriver d'ici fin de semaine. Et aussi, voilà, donc des explications, des tutos sur les différents supports. On va en faire d'autres. Voilà, il y aura plein de nouveautés là-dessus. Ensuite, de manière récurrente, on a donc des lives mensuels avec des experts ou, j'ai dit avec nous, mais souvent ça va être Tom ou moi. Donc voilà, les lives mensuels, souvent on fait venir quelqu'un qui est expert dans son domaine ou en tout cas qui a fait énormément d'investissements, qui a beaucoup d'expérience dans un domaine. La semaine dernière, par exemple, on avait quelqu'un qui était trader sur le marché des cryptos et donc il nous a fait un point, donc pas de trading, mais pour le coup, il nous a fait un point sur le marché des cryptos avec des indicateurs à regarder. Je sais qu'il y a 1 ou 2 personnes qui sont là, qui étaient là la semaine dernière et donc je pense que ça sert énormément. Et on a le prochain call, on prévoit normalement quelqu'un dans l'immobilier. Donc c'est hyper intéressant, surtout que c'est pas la composante qu'on maîtrise le plus nous sur le Discord. Donc participer à des lives comme ça, c'est toujours hyper intéressant. Et plein d'autres. Enfin après voilà, ça change un peu. On essaie d'en faire minimum, c'est 1 par mois, voire plus. Peut-être qu'on va essayer d'augmenter un peu la cadence. Des événements physiques aussi. Ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. D'ailleurs, je voulais voir avec toi, Antonin. Enfin, je sais pas s'il est encore là, mais on va sûrement. J'aimerais bien qu'on en fasse un, je pense, courant novembre. Et donc en général, juste on va dans un bar quand on se retrouve. L'idée c'est de boire un verre
et voilà, de rencontrer des gens qui ont l'habitude d'investir un peu ou pas, si vous êtes débutant, mais de venir découvrir un peu les avis de chacun et tout, et de voir aussi qui se cache derrière les petits pseudos. Mais voilà, donc c'est toujours plus cool, et on fait ça toujours sur Paris, bien évidemment. Et après, bah voilà, de manière daily, enfin journalière, on a des news justement sur les marchés, on essaie de communiquer au maximum. Surtout le marché, moi j'aime bien, c'est les news qu'on met surtout sur le marché des cryptos, qui sont importantes à suivre vu que ça bouge très vite. Donc voilà, les actions aussi, on met pas mal de news sur les actions. Donc voilà, on va essayer de compléter ça, on va essayer de l'automatiser aussi. Donc il y aura plein de choses qui vont arriver là-dessus. Et notamment, voilà, pour les futures opportunités, je parle des actions asiatiques. D'ailleurs, je pourrais vous montrer après, mais de temps en temps, on pose un petit peu une petite rubrique, on va dire, sur un sujet. Et donc là, il n'y a pas longtemps, on a parlé un peu des actions asiatiques et de pourquoi c'était intéressant, justement. Donc voilà, c'est un peu de faire de la veille et de la veille sur les marchés, des news, tout est sur le Discord. Et bon, forcément, avoir une communauté aussi. Notre idée, nous, c'est vraiment de... Parce que comme chacun ne peut pas être expert ou ne peut pas s'intéresser à fond dans tous les domaines d'investissement, le but, c'est que certaines personnes vont passer plus de temps à regarder peut-être des actions et d'autres vont passer plus de temps à regarder des obligations. Et quand quelqu'un est assez curieux et qu'il va avoir de l'information sur une certaine catégorie, le but, c'est de poser des questions et d'échanger avec des gens qui ont passé plus de temps à pousser leur recherche dans ces sujets-là. Et donc voilà, quoi, en fait, c'est vraiment de s'entraider. Et d'ailleurs, le channel bibliothèque qu'il y a dans le Discord, il est fait pour. Nous, on a posté plein de documents dedans pour faire une bonne base. Mais il ne faut pas hésiter. Voilà, si vous avez fait de la recherche sur un sujet d'investissement, que vous avez trouvé plein de choses intéressantes, ben, n'hésitez pas à rédiger un résumé. Vous nous l'envoyez, enfin, on se met d'accord, on s'envoie un message sur le Discord. Et d'ailleurs, ce résumé-là, il peut très bien être posté justement dans la bibliothèque et accessible pour tout le monde. Vous serez référencé. Enfin, nous, derrière, on valide le contenu pour être sûr qu'il n'y ait pas n'importe quoi, même si je pense que chacun a quand même ses compétences à dire et que nous, on ne sait pas. Mais voilà, le but, c'est de valider ce contenu et de le partager un maximum et de s'entraider, quoi. Et après, voilà, bah, ça, c'est pas tout à fait encore en place. Enfin, pour la gestion de budget, il y a le Excel que je vous ai montré au début. Moi, je pense que je vais le partager. Je vais peut-être un peu le modifier avant pour le rendre plus simple et plus compréhensible. Mais vous pourrez directement le récupérer et le réutiliser pour vous. On aimerait mettre en place aussi d'autres outils. Donc là, c'est un peu plus, c'est pour une fois qu'on a un portefeuille qui est quand même bien en place, qu'on aimerait optimiser justement. On aimerait mettre en place des outils, donc des indicateurs pour évaluer par exemple telle ou telle entreprise, qui nous permettraient de donner une certaine note, on va dire, une note pour savoir si une entreprise est, on va dire, dans une bonne forme ou dans une moins bonne forme. Et côté éducation, sur des outils qui existent déjà, je pense notamment, il y a TradingView. TradingView, c'est un logiciel qu'ils utilisent pour regarder énormément tout ce qui est courbe, etc. Enfin, les indices boursiers, on peut regarder tout et n'importe quoi sur TradingView. Et donc, juste déjà de faire un peu d'éducation sur comment l'utiliser, qu'est-ce que c'est que des bougies, comment on lit une courbe, etc. etc. Le but, c'est pas de faire du trading, hein, mais disons que c'est d'éviter les pièges ou de voir, on va dire, des potentielles opportunités. Et ça se fait facilement, on va dire, avec un petit peu d'éducation sur ça, quoi. Donc voilà, j'ai fait un gros tour, c'était assez long. Il est quelle heure là? Ouais, on a fait 1 heure tout pile, donc c'était cool. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si c'est pas fait. Donc voilà, et aussi à nous suivre sur Insta. Ça donne toujours de la force pour ramener plus de gens. Et plus on se fait connaître, plus il y aura des gens intéressants aussi qui vont nous rejoindre, et plus ça sera bénéfique pour vous derrière. Je sais qu'il y a déjà quelques personnes qui nous ont rejoints, qui sont très forts dans leur domaine et qui vont travailler avec nous. Donc l'idée, c'est d'amener toujours plus de gens pour créer une synergie toujours plus grande. Donc voilà, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est un peu maintenant. Après, bien évidemment, si vous en avez plus tard ou autre, vous pourrez toujours les poser sur le Discord, mais voilà, quoi. Ah, c'était super, en tout cas, merci beaucoup. Bah, de rien, c'est Merci, normal. Solé. J'espère que vous avez kiffé. Je me suis donné, hein. Je fais des belles slides. J'avais une question, gros. Vas-y. Tu penses quoi des marchés émergents? Genre Inde, c'est le MSCI World Emerging Market, là. J'en ai entendu pas mal parler, mais
Je sais pas. On peut prédire un peu ou pas, t'as Ben, moi, j'aime bien me baser sur de la macro, on va dire. Euh, donc, c'est un peu ce que je disais avec les ETF Asie. En fait, pour moi, le plus intéressant aujourd'hui, c'est les ETF Asie. Dans le emerging market, tu as beaucoup de l'Asie. Je connais pas le pourcentage, j'avoue, euh, de la répartition de tel secteur dans le MSCI emerging market. Mais je pense que le secteur le plus prometteur, en fait, c'est, enfin, disons que si on prend les BRICS, donc qui est Brésil, Russie, Inde, Chine, enfin BRICS plus, des fois on parle même, tout ce qui est Amérique du Sud, etc. Moi, je pense que les leaders, ça va être le côté asiatique, donc avec la Chine, peut-être le Japon aussi, l'Inde. Mais je pense que c'est la Chine qui va prendre le plus. Enfin, c'est ceux qui ont l'économie quand même qui est la plus solide. Ils ont des industries qui sont en place. Ils ont une population aussi ils ont une classe moyenne qui s'est enrichie énormément ces dernières années. Donc, une classe moyenne qui s'enrichit veut dire une classe moyenne qui va potentiellement dépenser de l'argent et qui va se retrouver du coup dans la performance des entreprises. Et, euh, et donc, moi, c'est que je me renseigne énormément. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent un peu le Instagram, on publie un espèce de DCA mensuel avec un portefeuille. Et il n'y a pas si longtemps, donc le dernier DCA, enfin, on fait 2 DCA, on va dire, un au début du mois et un au milieu du mois. Et sur le dernier, donc du milieu du mois, j'ai dit que on n'achetait rien parce qu'on allait faire un gros changement, on va dire, dans le portefeuille, vu que jusqu'à maintenant, on était quand même 70% en actions, donc surtout S&P 500, et 20% or et 10% Bitcoin. Au vu de la montée qu'a fait le S&P 500 ces derniers temps, etc., etc., je pense que c'est un bon moment pour ce switch des pourcentages de S&P 500, qui serait donc le marché américain, vers un peu plus du emerging market. Mais le MSCI emerging market, je l'aime moins parce que il est un peu trop diversifié à mon goût. Euh, Parce que c'est un peu comme si tu prenais une diversification sur des ETF déjà diversifiés, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux très bien prendre un ETF chinois qui t'amènerait une diversification suffisante. Mais si tu prends emerging market, tu as des ETF chinois, tu as des ETF indiens, etc., des ETF japonais. Et donc je pense que c'est un peu trop. Le but, c'est de situer un peu le pays qui va être un peu, on va dire, leader d'un potentiel marché émergent dans ces secteurs-là, ou peut-être le deuxième. Mais je pense que la Chine, en tout cas la Chine, ont plein d'arguments. Si vous voyez toujours mon écran, Ouais, ouais, tu dis là, il y a trop de diversification. S'il y en a un qui se met à perf, il va être trop dilué dans les autres, c'est ça? c'est un peu ça. En fait, disons que sur du long terme, ben, tout le emerging market, le MSCI emerging market peut monter, tu vois. Mais en réalité, c'est toujours pareil. C'est la loi de Pareto. C'est 20% des participants, on va dire, vont réaliser 80% des performances. Donc diversifier, c'est super bien, et il faut le faire, hein. Donc avec les ETF, c'est largement suffisant. Mais peut-être cibler un peu plus les principaux acteurs, tu vois, que tu choisis sur la métrique que tu veux. Mais là, si on regarde le secteur Asie, on va dire, je pense que les Chinois ont vraiment leur rôle à jouer. Et il y a plein d'arguments là qu'on avait cités dans le Discord. Mais enfin, si on peut faire le tour très rapidement. Côté macroéconomie, voilà, déjà, il y a une relance de 2000 milliards de yuan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais voilà, c'est le gouvernement chinois a estimé que la croissance n'était pas assez forte, alors qu'ils font déjà bien plus que la croissance française. Mais ils ont dit, voilà, on va relancer l'économie en injectant 2000 milliards de dollars. Si je dis pas du tout, c'est 2000 milliards de yuan, donc oui, non, ça fait quand même beaucoup moins de dollars. Mais c'est énorme pour une industrie comme ça. Et d'ailleurs, depuis cette annonce-là, etc., la plupart des actions chinoises ont fait 30% en 2 semaines. Et 30% de performance, en général, c'est ce que tu t'attends à avoir sur 3 ans, 3 ans de marché boursier. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Donc, je pense qu'il y a des grosses perfs futures qui peuvent être attendues. Et, et pour ça, voilà, le but, c'est de se baser sur des indicateurs qu'on comprend et des principes un peu économiques et macroéconomiques surtout, parce que voilà, le but, c'est pas faire du trading. Donc, on regarde des choses qu'on sait, qu'on connaît. Donc, déjà, un plan de relance où tu injectes 2000 milliards de yuan dans le système, c'est déjà énorme. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi euh, ouais, il y a eu un ralentissement à l'économie américaine, on des signes de récession. Voilà, ça fait un peu aussi voilà, état de la faiblesse, on va dire, des potentiels marchés leaders. Je pense qu'ils seront toujours là. Attention, ça va pas disparaître, mais
comme je l'ai dit, au vu du poids qu'ils ont déjà et des galères qu'ils ont aussi, parce que voilà, on est quand même surendetté et tout, enfin, on ne sait pas trop où ça peut nous mener. Sur des horizons de placement vraiment long terme, ça peut être intéressant aussi de se dire, voilà, on peut jouer aussi sur cette potentielle baisse, ou en tout cas affaiblissement de croissance que pourraient subir les Américains et les Européens, qui forcément se déverseraient sur des marchés, enfin en tout cas, ils prendraient un plus gros pourcentage sur les marchés asiatiques, en tout cas les BRICS, mais pour moi, le leader, ça va être quand même plus côté Asie. Donc voilà, après, les performances du marché chinois qui sont attendues, voilà, comme j'ai dit, il y a des performances impressionnantes. À ce moment-là, voilà, plus de 43, 33%, enfin, c'est des trucs de fou. Mais ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'on est quand même 25% baissier par rapport au niveau qu'on avait vu dans le Covid, donc en 2020. Donc c'est encore un très bon moment, on va dire, pour entrer. C'est une très belle opportunité, je trouve. Après, on peut regarder quelques trucs. Ici, tu as les ratios cours-bénéfices, donc un PE qui se mesure pour certains indicateurs. Et donc, tu vois, pour la Chine, on a un ratio qui est quand même beaucoup plus faible que pour le reste des emerging markets. Mais si je compare ça avec un ratio européen, le ratio européen, il est énorme. Enfin, je veux dire, ton cours est tellement surévalué par rapport aux bénéfices que réalise vraiment le marché. Et donc, enfin, au bout d'un moment, il y a un équilibrage à faire. Tu peux pas monter sur la base de rien, quoi. Donc voilà, donc il y a plein de choses. Je vous laisserai lire si vous le retrouvez. Il est un peu au-dessus, il faut remonter un peu la conversation. Mais voilà, enfin, il y a plein de choses qui font que la Chine peut être vraiment intéressante. Et donc c'est pour ça que, comme on dit toujours, on ne peut pas prédire l'avenir. Donc le but, c'est d'allouer un pourcentage sur les actifs qu'on trouve intéressants, qu'on a sélectionnés sur nos critères, et de faire surtout du rebalancement. Parce que demain, voilà, tu sais que ça va être un écosystème complet. Là, tu joues presque sur le monde, en fait. Hein. Tu joues entre le leader actuel et un potentiel concurrent qui va monter. Et en faisant ton rebalancement, en fait, tu vas bénéficier de la montée de l'un comme de la montée de l'autre, parce que tu vas racheter à chaque fois les indices les plus bas, etc. Enfin, donc voilà, c'est ça l'idée quoi qu'il y a derrière. Ok, ok. Ouais, je sais pas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Mais ouais, dans l'idée, vous savez que souvent les gens, mais même c'est pareil, le MSCI World, souvent les gens ils se prennent pas la tête, ils disent je prends que du MSCI World. Mais en réalité, déjà, au vu des frais sur l'ETF qui sont quand même 2 fois supérieurs à d'autres ETF, qui peut jouer énormément sur la différence de performance très long terme. Et en plus de ça, dans le MSCI World, tu dois avoir 70% d'Amérique. Et le reste de Emerging Market, peut-être un peu de Europe aussi quand même. Je dirais 70% Europe, je crois que c'est 20%, 70% Amérique, 20% Europe, et du coup 10 autres % de Emerging Market, dont le Japon, je crois, qui est prépondérant, et pas la Chine. Donc en plus, je trouve que ça ne reflète pas, on va dire, tout le potentiel du Emerging Market qu'il y a dedans. L'ETF est plus cher. Et enfin voilà, je pense qu'il y a, pour le coup, il y a mieux à faire que de prendre un seul ETF. Ça, je pense que c'est pas forcément la meilleure des idées. On peut quand même rester simple et efficace, tu vois, en ajoutant 2-3 lignes à son portefeuille. Donc, et en plus, on manque de partie défensive que je trouve qui joue sa place quand même, qui est trop important pour juste l'oublier, quoi. Enfin voilà. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont des questions. Il est déjà quand même 22h30, je pense que faut pas trop tarder, je peux prendre encore quelques questions. Si tu veux, Mathieu, je t'ai envoyé la répartition du MSCI Emerging Market et MSCI Emerging Market Asia Tu me l'as envoyé sur quoi? sur Discord en MP pour compléter un peu. Mais du coup, le Emerging Market Asia, il correspond énormément à ce que tu dis. Le premier, c'est Emerging Market général. Donc globalement, tu rajoutes à l'Amérique du Sud et un peu d'Afrique, Ouais, mais c'est des petits pourcentages, quoi. c'est des petits. Et par contre, en dessous, tu as le Asia. Et le Asia, pour ce que tu disais sur la relance, qui va surtout toucher à la partie Asie. Comme ça, là, tu vois, je ne le connaissais pas, celui uniquement Asia. Là, il donne quand même très envie, tu vois. Bah ouais, en fait, c'est ça. La Chine, pour moi, ils sont leaders pour Ouais. tous les arguments. Et puis, il y a d'autres choses à lire dans le truc qu'on avait envoyé. Taïwan, c'est hyper intéressant, je crois, pour l'industrie des semi-conducteurs. Ouais, Il me semble qu'ils sont leaders dedans. Et bon, ouais, on connaît tous ce que vaut le marché de l'IA et ce qu'il vaudra, etc. Enfin, même l'informatique de manière générale. Donc c'est incroyable. Et l'Inde, parce que, bah, mine de rien, ils commencent à avoir des entreprises de fous. Ils sont très, très forts dans tout ce qui est un peu software, etc.
industrie, ça l'est un peu moins, mais ils sont quand même concurrents. Enfin, c'est un pays, on va dire, qui se développe énormément, qui est moins développé que la Chine, certes, donc voilà, mais il y a des gros potentiels. Et la Corée du Sud, bon, bah, on la connaît aussi hein, pour toute leur industrie, rien que sur les téléphones, etc. Ils sont beaucoup trop forts. Donc déjà, tu peux en sélectionner 4, tu vois. En vrai, franchement, le MSI EM Asia, il est vraiment pas mal. Hein. Ouais, je le connaissais pas, donc j'ai regardé ça Franchement, il en est vraiment bien. parallèle. C'est pour relancer avec l'analyse que vous avez faite là il y a pas longtemps, hein. Ça peut bien accompagner, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il est bien. Faut peut-être regarder les frais. Je connais pas les frais. Peut-être qu'il est, vu que c'est un MSCI, peut-être qu'il est un peu plus cher que d'autres trucs. Mais en Ouais. plus, je sais pas si, je pense pas qu'il soit sur un PEA celui-là par contre. Hein. Je Ah, pense qu'il sera celui-là, sur un compte là, titre. ça m'étonnerait. On l'a, il y a du 0,12, 0,20 ou 0,55. Faut regarder. Et là, il y a du Amundi, donc peut-être qu'on peut le trouver sur le PEA. Je vais Ouais. regarder ça en vrai. Ah, mais moi aussi, je voulais faire un point sur ça, savoir lequel acheter. Même des ETF chinois, il y en a aussi. Hein, parce que là, il faut voir dans la Chine, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est Chine, mais est-ce que c'est quel ETF, quel indice? Faut voir. Si tu veux un petit insight de mon grand frère, lui, il conseille de pas acheter du chinois. Il conseille d'acheter tout ce qu'il y a autour Ok. de la position qu'il a en tant que trader sur la partie asiatique, hein, pour ceux qui savent pas. Ouais, lui, il déconseille d'acheter. Il dit d'acheter tout autour, globalement. Ok, ok. Mais bon, après, tu me dis MSCI, Asie, t'as un quart de Chine, c'est pas non plus, pas déconnant, quoi. Ouais, non, mais ouais, ouais. Ça, je regarde. Mais je suis pas sûr que le focus que Chine soit super Non, non, intéressant. bien sûr, Après, bien ça sûr. reste que des assumptions des gens, et surtout que ceux qui travaillent dans le marché, ils ont peut-être des visions. Ils n'ont pas forcément la meilleure vision, malgré ce qu'on peut croire. Donc, juste rester prudent, je pense, par rapport à la Non, non, Chine. mais c'est Pas ça. all-in dessus, quoi. C'est juste ça que je voulais Non, dire. mais clairement, hein, c'est pas le but. Hein. De toute façon, c'est de faire diversifier, de pas trop diversifier, comme j'ai dit, parce que là, typiquement, merde, pourquoi il veut pas? Celui où tu as le MSI Emerging Market, tu vois, je pense que quand même, tu donnes beaucoup de pourcentage, tu vois, au Brésil, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, etc., etc. Et en plus, Other, enfin, t'imagines, tu as quand même 15% de Other et tu te dis, c'est des trucs qui sont inférieurs à 1% dans chaque pays. Enfin, je trouve que c'est c'est pas signifiant d'avoir 1% d'une position sur un pays. Je trouve que c'est trop diversifié, quoi. Ça n'a pas de sens parce que même si tu te dis dans le doute, je mets 1% sur un pays qui va faire x10 peut-être sur 10 ans, j'en sais rien, bah, tu vas juste être dégoûté parce que tu n'auras mis qu'1%, quoi. Donc autant si tu as des convictions, autant les avoir, mais en gardant quand même une sécurité de diversification. Donc je trouve que ouais, le M-Asia, il est vraiment bien. Ouais. Donc ouais, ça a exploré en vrai, mais ça c'est un truc que je vais regarder beaucoup plus. Je pense qu'on fera pas mal de points, on fera pas mal de com aussi dessus, parce que je trouve que on en entend quand même peu parler, alors que c'est un peu l'opportunité du moment, je trouve quand même. Et justement, quand tu fais ce que tu es en train de faire là, quand tu fais une recherche d'ETF, tu veux te caler sur un ETF, c'est à peu près ce que tu veux. Comment tu choisis? Tu vas sur Just ETF et tu regardes quels paramètres Ouais, le but, c'est déjà regarder un peu ce qui existe. En vrai, mine de rien, hein, regarder ce qui se fait sur des réseaux, c'est bien aussi, hein, de suivre quelques personnes qui parlent un peu de ça, qui des fois ont des insights, mais le but, c'est toujours faire ses recherches, hein, mais au moins tu te bases sur quelque chose, enfin, tu sais que ça existe, quoi, on va dire. Et après, bah, Just ETF, ouais, bah, je sais pas, Antonin, comment tu l'as trouvé le EM Asia? T'es allé sur Just ETF, t'as tapé Asie, un truc comme ça? J'ai tapé Just ETF EM, j'ai regardé les répartitions, j'ai regardé si après j'ai tapé genre EM Asia, EM Sud-America et en fait tu vois il y en a plusieurs. Là il y en a 4 sur EM Asia et tu scrolles et dans la page tu as les différents avec les millions enfin la capitalisation du truc, le modèle de distribution et les frais. Donc après tu choisis. Ouais, c'est ça. Après, il y a quelques critères pour choisir des ETF. Ouais, c'était plus ça, Antonin, ma question. C'était après, entre les quatre, comment tu les différencies entre eux? Bah Parce là, ça va dépendre de ta méthodologie aussi. Si tu es sur du long terme, déjà, tu vas prendre du capitalisant plutôt que du distribuant. Accumulatif, je crois en français, pardon. Tu vois ce que c'est la distinction entre les deux? ouais, ça, il y en a, ils te réinvestissent les dividendes. Ouais, c'est ça. Donc, si tu es sur 5-10 ans, déjà, tu vas chercher du capitalisant. Après, sauf si tu as besoin de liquidité, hein, ça reste à prendre. Mais dans une optique de faire croître le portefeuille, on prend du capitalisant. Moi, je te dirais toujours d'aller chercher des gros fonds. Mais bon, là, tu vois, j'ai Ouais, voilà. Amundi ou SPDR. Donc,
clairement, Amundi, SPDR, iShare, je crois qu'il y en a un autre gros, ceux-là, globalement, ils ne tombent pas, quoi. Ou alors, s'ils tombent, bah, tout ton portefeuille tombe, hein, soyons honnêtes. Ouais. Et après, gros facteur, les frais. Hein. Que tu vois, le premier que j'ai, Amundi, il est à 0,2. Le deuxième, SPDR, il est à 0,55. Donc déjà, dans ma sélection, je ne prends pas le SPDR. Ouais, clairement. Donc Et là, dès que tu fais un achat, dès que tu passes un ordre, ils te prennent 0,20%. Non, c'est des frais de gestion annuels. C'est ça, il me semble. Là, c'est Ouais, payé c'est ça. per annuel, je crois. Exactement. Tous les ans, ils te prennent 0,2 de Annuel, ta somme. Et voilà. bien évidemment, ça s'incrémente. Hein, plus tu De ce que tu as. gagnes. Genre, Ouais, tu as 1000 balles, ils te prennent 0,2% de tes 1000 C'est balles. ça, exactement. exactement. Ah ouais. Donc, les frais à faire gaffe, en général, les bons ETF, c'est 0,15, 0,3. Ouais. Au-dessus de 0,3, généralement, j'en ai pas. Ou alors, c'est des ETF très, très spécifiques sur un truc qui m'intéresse. Et tu vois, là, le 0,55, moi, je l'élimine de ma liste directe. Ouais. Ah, c'est Et beaucoup. après, autre facteur, ça, je crois que Mathieu, tu n'en as pas parlé, mais c'est peut-être déjà un peu trop poussé. Les Amundi, tu vois, il y en a deux. Il y en a un qui est en euros et un qui est en USD. Ouais. Donc là, est-ce que tu prends, entre guillemets, un risque à acheter que des ETF basés en USD ou d'autres que en euros? Parce qu'en fait, si tu as une monnaie qui se dévalue, bah, ton ETF va être dévalué aussi. Et là, là, ça devient des paramètres un peu compliqués pour le coup à contrôler. Moi, je sais qu'en S&P, j'ai moitié euro, moitié USD sur mes ETF, tu vois. Ok. Ah oui, donc les frais de gestion, c'est clairement quelque chose que tu enlèves à la perf quand tu. Ah oui, clairement. Ah ouais, C'est de l'argent perdu. Hein. Faut ouais. ça. Hein. Et après, là, on parle des frais de gestion de l'ETF. Et il faut aussi rajouter les frais à la d'achat, banque. les frais d'ordre, en fait, quand tu achètes et quand tu vends. Souvent. Ouais, Et après, ça, aussi. par contre, c'est dépendant des plateformes. C'est pour ça que choisir sa plateforme quand tu ouvres ton compte, ton PEA, ton compte titre ou autre, en général, c'est ça qu'il faut regarder. Et d'ailleurs, c'est le plus important. Et ben, le grand frère d'Antonin nous le disait, hein, clairement, en général, tant que tu n'as pas 1 million de patrimoine, ce qu'il faut que tu regardes, c'est pas tes performances, c'est les frais que tu payes. Une fois que tu auras 1 million, tu vois, sur un compte ou sur un portefeuille, là, tu pourras regarder la performance. Et là, avec des dividendes ou des performances de 7% par an, quand tu as 1 million, tu peux te verser un salaire, quoi, tu peux vivre avec. Mais en dessous, il faut vraiment regarder ce que tu épargnes, en fait. Et pour épargner au maximum, enfin, épargner et investir, il faut avoir les frais les plus bas. Et donc, c'est vraiment important, surtout sur du long terme, c'est vraiment de l'argent perdu que tu perds en plus sur des potentiels intérêts cumulés derrière. Enfin, c'est assez fou hein, quand tu fais des calculs. Moi, ce que je trouve fou, c'est que quand tu ouvres des PEA sur des banques traditionnelles, ils te prennent 2% de frais par an. Ouais. Alors que là, tu l'ouvres toi dans ton coin, tu fais attention et tu t'en tires avec 10 fois moins de frais, quoi. C'est un truc de ouf. Tu peux perdre des sommes, des dizaines de milliers d'euros sur 20 ans dans des banques traditionnelles, quoi. Ah ouais. Ce que tu dis avec les 1 million, tant que tu n'as pas 1 million, c'est que ouais, les frais vont trop te prendre comparé à ce que tu vas pouvoir générer, Ouais, c'est ça. augmenter ton patrimoine, quoi. Genre, tu te C'est fais ça. beaucoup plus de patrimoine en faisant un DCA plutôt que en faisant avec tes intérêts, quoi, c'est ça? C'est ça. En vrai, hein, la fourchette, en général, on le voit un peu le basculement, c'est jusqu'à 100 000 euros. C'est vraiment ce que tu épargnes. Donc, c'est vraiment ce que tu investis tous les mois qui va presque t'apporter plus en performance que ce que tu vas faire grâce au pourcentage de hausse ou de baisse. Passer 100 000 euros, en vrai, les intérêts composés commencent à faire leur effet. Tu le vois vite. Hein. En vrai, le temps que tu mets sur un DCA, si tu prends une performance de 10% par an sur un indice boursier n'importe lequel, le temps que tu mets pour arriver à 100 000 euros, si tu prends la même performance tous les ans, hein, le temps que tu mets pour arriver à 100 000 euros, c'est le même temps que tu mets pour passer de 100 000 à 1 million. Je crois que même tu mets même beaucoup moins de temps pour passer de 100 000 à 1 million derrière, en gardant le même DCA, etc., etc., tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment les intérêts composés, ils jouent quand tu as beaucoup d'argent. Et donc, au début, c'est fastidieux, hein, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Mais donc, c'est pour ça que regarder les frais, c'est hyper important. Ok. Une bonne plateforme aussi, quoi. Mais d'ailleurs, nous, d'ailleurs, dans le Discord, les plateformes qu'on propose, hein, les liens qu'on utilise, en tout cas, ou nos futurs partenaires qu'on va utiliser, c'est, je pense, toujours c'est même sûr, hein, on va choisir que des partenaires adaptés à cette philosophie-là. On ne va pas prendre, je sais pas moi, la caisse d'épargne et leur PEA juste parce qu'on va avoir une rémunération. Enfin, jamais de la vie. Clairement, ça n'a pas de sens. Et donc, le but, c'est toujours de choisir les meilleurs. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'il faut se renseigner et ne pas hésiter à poser les questions sur le Discord parce qu'il y a plein de gens qui ont différents supports. Même on n'a pas tous le PE au même endroit. Donc, il y en a qui ont des meilleures expériences à gauche ou à droite.
Donc ça aussi, il ne faut pas hésiter, quoi. C'est Fortuneo le moins cher, non? Il y a Fortuneo qui est hyper intéressant. Moi, j'ai le Bourseau. Fortuneo, c'est intéressant. Mais moi, je trouve, après, ça se calcule. Hein. Ça, c'est un comparateur qu'il faudrait qu'on mette aussi. On voulait s'en occuper. Il faut qu'on trouve le temps. Mais il y a Bourse Direct aussi qui est moins connu. Et c'est le seul lien pour l'instant qu'on a justement sur le Discord, c'est Bourse Direct. Si je me trompe pas, Mathieu, je crois que Bourse Direct, il est encore moins cher que Fortuneo. Il me semble. En fait, ils Ouais. appliquent des frais avec un montant fixe. Donc, par exemple, à l'achat, je vais dire des bêtises, hein, mais à l'achat, tu vas dépenser 50 centimes ou 1 euro sur ta position. Et peu importe le montant que tu fais passer. Alors que la plupart des autres banques vont donner un pourcentage. Donc, après, c'est à voir. C'est si tu passes un ordre de 100 euros, peut-être que les frais fixes sont moins rentables que des pourcentages. Mais si tu passes tous les mois 300 euros, peut-être que les pourcentages vont te faire perdre plus d'argent que des frais fixes, quoi. Mais Bourse Direct, pour moi, il me semble, ça a revérifié parce que ça change quand même souvent, il faut le mettre à jour. Mais en tout cas, même si c'est un peu moins bon que Fortuneo, si ça a modifié, il reste quand même très très intéressant. Et puis dans tous les cas, c'est toujours possible de bouger son PEA. Hein. Ça, il n'y a pas de. C'est possible, ça prend un peu de temps, c'est un peu chiant, mais ça se fait, quoi. Ok. Donc ouais, voilà. Mais tu vois, sur le Just ETF, tu as tout. Hein. Tu as les pourcentages, tu as la méthode de distribution et tu as la taille de fonds. Hein. En général, viser des fonds super à 100 millions, c'est quand même bien. En dessous, ça fait quand même peu de capitalisation. Enfin, disons qu'au-dessus de 100 millions, tu peux acheter et vendre facilement, quoi. Genre, t'es pas là à attendre que ta position, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui rentre pour que toi, tu puisses sortir. Au-dessus de 100 millions, ça se fait vraiment bien. Après aussi, des fois, c'est bien de voir... Milliards, ça plutôt? De quoi? C'est pas des milliards? Je crois pas. Si. Peut-être des millions. Hein. Pour un ETF Asie, ça ne m'étonnerait pas que ce soit des millions. Ok. Ouais, faut trouver un ETF plus gros, quoi. Mais il me semble que c'est des millions. Hein. Si tu descends en bas de la page, Mathieu, tu as le comparatif. En tout cas, moi, je l'ai sur un autre Asia. Tu as le comparatif avec les différents et les encore plus bas encore. Ah ouais, bien vu. Pas encore. Encore, je crois. Ouais. Non. Ok, bah, t'as peut-être pas la même page que moi. Alors. Bourse. Non, où t'as tous les. Ah si, c'est là, c'est là. Voilà, c'est celui-là que j'ai. Voilà. Et donc là, tu vois, t'as. Ouais, Oui. voilà, 2900 millions, donc c'est 2 Ici, on est milliards. en milliards, ouais. Okay. Et donc, tu as aussi l'histoire des réplications. Du Ouais. coup, tu vois, le Amundi qui est en euros, qui est en synthétique, lui, doit être PEA. Faudrait regarder. Ouais, clairement. Ouais, c'est à voir. Hein. Ça peut être, s'il est sur le PEA, c'est très intéressant. Hein. Ça peut être vraiment bien. Ah, ça, à creuser, ouais, pourquoi pas. Mais donc, tu vois, là, dans le comparatif, globalement, tu as les 3 premiers qui sont intéressants. ouais. Et très vite, le 3e, tu vas l'enlever à cause des frais. Donc après, tu choisis entre les deux. À toi de voir si tu es plus à l'aise avec un plus gros fond ou une réplication complète ou synthétique, ou alors l'avoir en dollars ou en euros. Tu vois. Après, c'est un choix à faire aussi dans ces investissements et ces diversifications. Il n'y a pas de réponse parfaite. Ouais, clairement. Hein. Ça dépend du profil de chacun, en fait. Hein. Ouais. Mais disons que si tu veux pas te prendre la tête, tu prends le moins cher avec un gros fond. Donc, tu fonces sur le premier, tu vois, en réplication complète. iShare, c'est Big, c'est BlackRock, si je ne me trompe pas. Donc, je confonds à chaque fois. Mais je crois que iShare, c'est BlackRock. Ouais. Donc, tu peux y aller un peu sans hésiter, quoi, sur celui-là. Ouais, c'est là, ouais, clairement. Il a tout, énorme fond, réplication complète, frais mini. Vraiment. Puis c'est BlackRock, quoi. Enfin, si demain BlackRock fait faillite, je pense que c'est la bourse entière qui fait faillite. Hein. Donc on aura d'autres problèmes à se poser que juste. fait faillite, les gars, on n'a plus d'appart et on va galérer à se nourrir. Ne pensez pas à ça, s'il vous plaît. Plus d'appart, plus de travail, on n'a plus rien. Bref. Voilà, tu vois, là, typiquement, l'ETF, il existe depuis janvier 2024. En tout cas, je vais peut-être faire max. Depuis 2011. Mais voilà, tu vois, le emerging market, il est énorme. Hein. On parle de 130% sur 14 ans, quoi. Donc, tu fais quasiment tes 10% par an, quoi. Tu dois pas être très loin. Mais le truc, c'est que c'est un emerging market, il est censé faire plus de perfos, et après, il faut voir avec la macro, justement. Donc, disons que mettre un pourcentage de son portefeuille dedans et faire du gros balancement,
pour anticiper des potentielles baisses, etc. Ça peut être vraiment pas mal, quoi. Donc voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Hop. Parce que bon, il est quand même 22h40. Alors, on pourrait parler de ça toute la nuit. Je serai là jusqu'au bout. Mais j'ai quand même faim. J'aimerais bien aller manger. Donc, si c'est bon pour tout le monde, on peut peut-être arrêter là. Vas-y, merci Pelo. De rien, hein. Merci Ça fait beaucoup. plaisir, hein. J'espère que vous avez appris des choses. Et pour ceux qui ont jamais rien acheté, j'espère que vous allez suivre un peu l'apprentissage et peut-être passer à l'action. Donc, j'espère qu'on vous reverra sur le Discord. Donc, Et n'hésitez n'hésitez Yes. pas, hein, que ce soit sur un channel public ou même en MP, vous pouvez MP Mathieu, moi ou Tom sans aucun problème, on vous répondra. Putain, il y a Merci Biscuit les gars. aussi. Merci les gars, hein. Bonne soirée à tous. Ouais, Ciao, merci bonne soirée. beaucoup. Hein. Bah, à demain, hein, pour Kylian et Thomas. Ouais, Vas-y, à demain. à demain. Bonne soirée à tous. Ciao Ciao. l'équipe.